Voilà, merci. On peut encore les applaudir, notre groupe. Et vous l'avez compris, hein, le Web West Festival, c'est ça. Hein, si on parle business, on prend des moments un peu de spiritualité, des moments d'humour, si on en retrouvera, et puis des moments bien plus sérieux, bien plus politiques. Tiens, cet après-midi, je n'oubliez pas, Jean-Noël Barrot sera avec nous, le nouveau ministre délégué au numérique. C'est l'une de ses premières sorties voilà, dans une communauté, donc c'est important que ce soit rappelé. Et bravo à l'action de Ronan, notamment auprès de Cédrico, qui a insisté autour de ça. On retrouve... Bonjour, Michel. Bonjour. Michel Bonjour. Lebras, donc propriété privée. Dire un mot déjà, alors propriété privée, voilà, on va parler déjà du métier de propriété privée, du domaine d'activité. Et puis, voilà, c'est pas toi qui l'as fondé. Racheté en 2007, tu l'as racheté en 2016 et puis voilà, Exactement, on va raconter un peu l'histoire. Ouais, alors juste avant de commencer, je suis particulièrement content d'être là parce que en fait ma famille et moi, on est juste à côté de Spézet et donc ça me fait extrêmement plaisir d'être là aujourd'hui parce que pour moi c'est un vrai symbole personnel, voilà. On peut applaudir les Bretons quand même, s'il vous plaît quand même. Et le dynamisme des Bretons, entrepreneurs, c'est super. Oui, donc en fait, Propriété Privée, c'est une société que moi j'ai rachetée il y a 6 ans. Et en fait, de cette société, en fait, on crée un groupe immobilier qui a comme vocation de faire de la transaction immobilière de façon disruptive avec des négociateurs immobiliers indépendants. Ces négociateurs, finalement, ils font le métier de l'immobilier, vous savez, de l'agent immobilier qu'on connaît tous, mais ils le font de chez eux, ils le font sans agence, ils le font en se concentrant sur l'intermédiation entre les clients, vendeurs et acquéreurs. Et nous, on leur apporte tout le cadre juridique, tous les outils, tout le mode de fonctionnement qu'ils ont pour se concentrer sur la partie commerciale. Alors rapidement, là, ça défile vite, mais puisqu'on a dit qu'on parlait d'autre chose que ce que j'avais prévu. Et en fait, ça s'inscrit dans un marché de l'immobilier, de la transaction immobilière qui fait 8 milliards d'euros et où les agences immobilières où les réseaux de négociateurs indépendants, pardon, je vous laisse avancer, c'est moi qui patine. Où les réseaux de négociateurs indépendants qui sont apparus il y a une quinzaine d'années, en fait, sont en train de prendre le pas sur les agences immobilières et sont en train à terme de devenir, à l'horizon 2025-2026, majoritaires sur le marché de la transaction immobilière. Où finalement l'agence... alors c'est quoi un mandataire indépendant ? Eh ben, un mandataire indépendant, c'est une personne qui va faire de l'intermédiation immobilière. Donc il n'a pas le titre d'agent, mais il est rattaché à un agent. Formellement, c'est moi l'agent, en fait. Et je suis l'agent, mais c'est celui qui ne fait pas d'immobilier en réalité. Et en fait, toutes ces personnes font l'intermédiation, donc font la mise en relation, trouvent les biens à vendre, trouvent les acquéreurs et effectivement, du coup, font ce métier d'intermédiation immobilière. Donc dans ce groupe Orix qui va faire cette année une centaine de millions d'euros, Propriété Privée représente 85 à 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a 6 ans, quand on a racheté la structure, vous voyez, ça faisait... alors là, il y a écrit 2008, mais c'est faux. C'est 2015. 2015, ça faisait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est passé en 6 ans de 8 millions à une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc on est dans un métier de forte croissance. Vous voyez, l'année dernière, on a eu 50% de croissance dans le groupe. Et cette année, depuis le début de l'année, dans un marché qui est plus calme, qui a un marché qui régresse de 20%, on est à 25% de croissance depuis le début de l'année. Et voilà, et on s'inscrit dans cette mouvance de l'activité immobilière disruptive. Voilà, donc ça c'est pour le métier. Alors, si on s'intéresse aussi à tout l'univers, alors je ne vais pas dire start-up, parce que c'est vrai que ça existe depuis longtemps, mais en tout cas de scale-up, d'entreprise en croissance, et pour parler un peu du financement, aujourd'hui, comment on se finance aujourd'hui quand on s'appelle propriété privée, enfin Orix avec propriété privée, comment ça se passe? On sait que le climat actuel, on est beaucoup plus prudent. On ne va pas parler de peur encore, mais on sent cette prudence. Hein. Pour ceux qui étaient à Vivatech il y a quelques semaines, on a bien vu que voilà, les startups qui n'ont pas encore fait leur levée s'inquiètent, les investisseurs hésitent. Enfin, voilà, il y a beaucoup de prudence sur le marché aujourd'hui. Alors, en fait, il y a 6 ans, moi, quand j'ai racheté la société, pour l'anecdote, c'était une personne qui la vendait, c'était une personne physique, et je lui ai dit j'ai l'argent, mais je n'avais pas l'argent. Donc voilà. Donc il a fallu que je trouve cet argent. Et à l'époque, j'ai trouvé un petit fonds d'investissement qui a réussi à me suivre. J'étais pas majoritaire et j'ai décidé à ce moment-là de commencer en n'étant pas majoritaire. Et en me disant, si ça marche, peut-être que je pourrais être majoritaire. C'est ce qui s'est passé finalement là, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et à ce moment-là, on était dans un contexte qui n'était pas très concurrentiel dans notre domaine d'activité. Et puis au fur et à mesure, ce domaine est venu plus concurrentiel. Et donc, il a fallu qu'on trouve des financements pour pouvoir suivre nos concurrents que sont IAD, Safety, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des boîtes aussi qui ont une belle croissance.
Et donc, en 2019, on a fait une première levée à travers un financement, un financement structuré de la dette, en fait. Et il y a quelques mois, donc, on a fait une deuxième. Là, on a fait une vraie levée de fonds, un changement d'actionnariat, en faisant rentrer 2 fonds d'investissement supplémentaires qui sont Abenex, qui est un fonds de taille moyenne, mid-cap, on va dire, et Tikeo, qui est un très gros fonds français. Donc, j'ai encore au capital, actuellement, j'ai un petit fonds d'investissement, le premier qui est resté, et puis un fonds de taille moyenne et un gros fonds d'investissement. Et c'est comme ça qu'on réussit à donner confiance, qu'on réussit à lever, en répartissant un peu, en ayant des profils d'investisseurs différents? Alors, il y a ça, mais en fait, c'est un gros boulot et c'est un vrai sujet pour les chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie dichotomie. À partir du moment où on veut lever de l'argent, déjà, il faut se couper la tête en deux. Il faut avoir une partie de sa tête qui est dans le business, parce qu'on ne peut pas arrêter le business pour ça. Surtout, ça, c'est fondamental. Si vous arrêtez le business, surtout quand vous avez de la croissance, vous arrêtez 6 mois pour faire ça, c'est mort, vous perdez 6 mois de croissance. Donc en fait, il faut vraiment couper sa tête et après avoir travaillé sur la structuration d'un dossier, de son business plan. Alors ça paraît être une évidence, mais c'est un vrai travail d'introspection, un vrai boulot qui doit donner du sens aux années suivantes, si vous voulez, à votre vie et à la vie de la boîte. Et ce travail-là, il y a vous qui puissiez le faire. Et en fait, bon, là, on a fait assez vite finalement. On a levé pas mal finalement, mais dans une époque qui était encore, il y a quelques semaines, encore vachement favorable. On a commencé à préparer notre dossier exactement il y a un an, le 14 juillet 2021. Et finalement, on a conclu en décembre, ce qui finalement est assez rapide. Et finalement, on a eu en 48 heures, on a eu les offres pour nous accompagner. C'est des montants de combien les levées aujourd'hui? Alors là, on est au-dessus de 100 millions d'euros de levée. Hein. On est au-dessus de 150 millions. Et justement, aujourd'hui, comment on définit un peu le montant dont on va avoir besoin, le montant à partir duquel on ne se met pas en risque, et puis même à titre personnel, enfin à titre de manager de l'entreprise, de décideur de l'entreprise? C'est une bonne question. En fait, on le définit en fonction de son business plan. On le définit aussi en fonction de sa rentabilité. Nous, on a l'avantage. Moi, j'ai eu cette boîte. J'ai repris cette boîte en début 2016. Et j'ai toujours réussi à la rendre rentable. C'est-à-dire que mon objectif, c'était d'avoir une forte croissance en étant toujours rentable. Et alors, ça marche si vous avez un bon marché, voilà, il y a un certain nombre d'ingrédients. C'est pas toujours évident, mais et ça peut être une frustration. Moi, j'ai un de mes concurrents qui a décidé pendant 2 ans de perdre beaucoup d'argent, mais de faire beaucoup de communication télé. Sur le fond, il n'a pas eu tort. Mais moi, j'ai pas pu, pour tout un tas de raisons, j'ai pas voulu et j'ai pas pu le faire. Mais la rentabilité ou la vision de la rentabilité, c'est un élément qui est indispensable et qu'il faut archi travailler. Je pense que la confiance, elle se fait sur la perspective de rentabilité future, actuelle et future surtout. Par rapport à des questions qui sortent justement, comment fidéliser les mandataires, j'imagine que quand on réussit à faire des levées de fonds et tout ça, ça aussi, ils le regardent, hein, ces mandataires. Eh ben, c'est un vrai boulot. En fait, il y a 2 actions. Il y a l'action de recrutement et de fidélisation. Fidélisation, ça passe par les outils, l'innovation. Ça passe par le fait de garder une ambiance, une relation. En fait, ce qui est sympa dans les réseaux de mandataires, c'est qu'on est à mi-chemin entre la technologie, le tech et l'humain. En fait, on est vraiment au milieu et il ne faut pas perdre de vue ces 2 aspects. En fait, l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a la fidélisation, c'est un travail alors c'est de l'organisation, c'est des outils, c'est des manifestations, c'est de l'implication des dirigeants, c'est l'implication à beaucoup de niveaux. Et il faut du staffing aussi pour suivre ces négociateurs qui sont les indépendants et qui sont eux aussi des chefs d'entreprise. Et évidemment, trouver des financeurs aussi qui vont te faire confiance, c'est avoir des services différenciants. C'est quoi les services différenciants? Alors les services différenciants, ça passe beaucoup là pour le coup par la tech. Pour le coup, on a cette année, en début d'année, on a sorti 3 applications. Il faut que les négociateurs soient meilleurs que les autres. Pour ça, on a sorti par exemple une application de visite, de vidéo. Pour la visite des biens, on sait que ça augmente la visibilité par 2. On leur a mis à disposition gratuitement et ça rentre dans tout un cycle où on crée un studio virtuel pour eux. On travaille actuellement sur un truc génial qui est de la prospection numérique, c'est-à-dire qu'avant d'aller sur le terrain, nos conseillers, ils ont un outil sur lequel ils vont analyser les biens à vendre, les biens en vente par des confrères, où ils se trouvent, comment voir les plus-values futures pour les vendeurs. On travaille dessus, on est en train de l'améliorer en permanence. Ça, c'est un truc absolument génial, sans fin. Et on a beaucoup de données dans l'immobilier qui permettent d'aller très très loin là-dessus. Donc c'est faire le lien entre le numérique et le physique sur le terrain. Le marché, comment tu vois le marché de la diffusion d'annonces immobilières? Alors le marché de la diffusion d'annonces immobilières, malheureusement, il s'est ultra concentré avec 2 acteurs archi majoritaires comme Le Bon Coin devant et Se Loger derrière avec Logic Immo.
Je le vois comme étant un truc difficile à gérer, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on a tous intérêt à avoir des bons sites web pour essayer de se créer notre visibilité, et c'est pas évident. Un dernier mot, Michel, les talents, évidemment, quand on a une croissance comme la tienne, il faut recruter du tech, du commerce, enfin voilà, un peu tous les profils. Comme pour tout le monde, c'est compliqué. Ouais, on doit avoir une quinzaine de postes ouverts actuellement. Donc ça, je veux dire, tout le monde dit ça. Donc on a effectivement des difficultés à recruter, en particulier dans la tech. Avis aux amateurs, je cherche un CTO super intéressé, super intéressant, qui a envie de partir sur plein d'aventures, qui pourrait être actionnaire de la boîte aussi s'il le souhaite. Et on a plein de choses à faire. Moi, je pense que l'avenir, il est vraiment dans ce mix entre de l'humain, gérer les humains, et la technologie pour les rendre plus performants et les fidéliser. Voilà. On entend les taux qui augmentent, même si on dit que les taux d'emprunt à 2,5, on est dans le marché, on reste dans le marché. C'est vrai qu'on s'est habitué à des taux à moins de 1% et quelques. Est-ce que ça, quelle est ta vision? Tu as une certaine crainte sur le marché ou... Non, je ne vais pas dire que c'est un élément favorable. Par contre, moi, je m'inscris dans quelque chose à plus long terme, c'est-à-dire c'est vraiment la prise de part de marché sur les agences immobilières. On va dire cette évolution, il y aura toujours des agences, mais on va dire qu'on gagne des parts de marché à la fois sur le particulier et aussi sur les agences. Et donc, c'est ça l'enjeu. À 4-5 ans, c'est vraiment d'être dans les acteurs, dans les principaux acteurs de ce marché de la transaction. Et c'est à ça que vont servir les plus de 100 millions d'euros d'investissement. Exactement. Donc, recruter... À travailler aussi dans se diversifier. On vient d'investir dans la gestion locative disruptée. J'y crois beaucoup aussi. Il y a beaucoup de choses à faire en gestion locative en France. Et puis aussi d'aller regarder dans certains pays si on peut faire des acquisitions pour se développer. Mais pour ça, il me faut un bon CTO. Merci Michel Lebras. On peut applaudir à Michel. Merci d'avoir été avec nous.